On accueille aujourd'hui à Blois pour débattre de ce sujet très important. Quelles énergies pour les transports de demain? Le ministre des Transports, Clément Beaune, qu'on est particulièrement heureux d'entendre sur ce sujet, puisque le gouvernement vient de travailler justement sur la planification écologique et qu'il nous propose une trajectoire pour réussir à décarboner nos transports et trouver justement les énergies adéquates pour nous déplacer. Et donc, on va l'écouter nous expliquer comment cette trajectoire peut se passer dans les prochaines années. Et puis, avec nous avons Maria Eugenia Sanin, qui est chercheur à l'école polytechnique, qui est maître de conférence à l'université d'Evry-Val d'Essonne. Et Maria Eugenia coordonne un groupe d'une dizaine de chercheurs qui travaillent justement sur la transition énergétique appliquée au domaine des transports. Et donc, elle regarde tous ces sujets de près. Donc, elle nous donnera son avis sur cette planification écologique que nous propose le gouvernement. Et puis, comme les régions ont un rôle très important dans les politiques de transport et que nous sommes accueillis ici par la région Centre-Val de Loire, nous serons avec le président de la région, François Bonneau, qui nous expliquera comment, de son point de vue, on met tout ça en œuvre. Et vous verrez que c'est compliqué puisque la région s'occupe des trains, les départements des routes, les communes du transport intercommunal, les agglomérations. Et donc, coordonner tout ça, c'est pas toujours de tout repos. Alors, j'ai cru il y a quelques jours que j'allais pouvoir vous donner une bonne nouvelle, puisqu'il y a eu dans Le Monde un article de mon confrère Mathieu Goher. Oui, je suis Sophie Fay, je suis journaliste au Monde. Donc, et qui disait que les émissions de CO2 avaient baissé cette année. C'était des données du Centre interprofessionnel de la pollution atmosphérique, cité pas, donc j'ai cru que j'allais venir avec une bonne nouvelle, sauf que c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour le logement, mais qu'on ne voit pas cette baisse dans le secteur des transports et que donc ça donne encore plus d'importance à notre table ronde. Donc comment faire ça? Clément Beaune, je vous cède la parole. Peut-être que vous pourrez aussi nous dire comment vous avez travaillé pour embarquer les citoyens et les entreprises dans cette transition qui est fondamentale. Merci beaucoup, merci à toutes et tous, merci monsieur le maire, monsieur le préfet et à l'équipe des Rendez-vous de l'Histoire de nous accueillir et pour ce qui me concerne de m'accueillir pour la deuxième fois. Alors la dernière fois j'ai parlé d'Europe parce que j'avais une fonction un petit peu différente et je vais essayer de faire d'ailleurs quelques liens, mais de parler évidemment de la question de l'écologie, des transports spécifiquement parce qu'effectivement ils occupent une place importante dans cette transition écologique et puis d'énergie de manière plus large aussi. Je suis très heureux de pouvoir débattre avec mes voisins et de retrouver tout particulièrement l'un des hôtes de ces lieux, le président de la région, cher François, avec qui nous travaillons d'ailleurs sur un des aspects de la planification qui sont les contractualisations, les contrats que nous passons tous les 5 ans à peu près. Et nous sommes en plein dans cette négociation entre chacune des régions et l'État. Mais pour ce qui concerne Centre-Val de Loire, je crois pouvoir dire que nous sommes plutôt bien avancés dans un bon esprit de coopération. Sur la question de la planification et peut-être la raison pour laquelle on a essayé d'explorer cette voie qui est un petit peu nouvelle et derrière le mot ce qu'il y a de concret. Alors vous l'avez dit de manière abrupte mais malheureusement assez juste, chère Sophie Fay, les transports sont au cœur de l'exercice de transition écologique ou énergétique et donc de planification pour 2 raisons. On va commencer par dire que c'est un problème et puis on espère que c'est aussi une solution. C'est que les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Et c'est à peu près la même proportion dans beaucoup de pays comparables, industrialisés, développés. C'est 30% d'ailleurs aussi de la facture énergétique de notre pays, à peu près. Et c'est le seul secteur, pas qu'en France, mais c'est pas pour ça qu'il faut se rassurer, qui n'a pas vu ses émissions baisser. Alors malheureusement, non seulement pas cette année, mais depuis 1990. Les autres secteurs, les autres grands secteurs émetteurs, l'industrie notamment, le logement un petit peu moins, ont vu leurs émissions baisser. Alors pas toujours d'ailleurs pour de bonnes raisons, si je puis dire. L'industrie notamment parce qu'en France et dans beaucoup de pays européens, ça part à reculer dans notre production. Donc c'était pas forcément un effort de verdissement ou de décarbonation. Mais ces dernières années, c'est davantage cela. Et c'est pas encore le cas dans les transports, même s'il y a beaucoup de choses qui sont engagées par l'État, par les régions, par beaucoup de collectivités. Pour plusieurs raisons, là aussi, en essayant de simplifier beaucoup. D'abord parce que les transports, la mobilité, c'est plutôt accru au total, que les efforts qu'il faut faire pour la décarbonation, en tout cas les efforts massifs, sont relativement récents,
et que beaucoup d'entre eux reposent sur des transformations ou des investissements et des infrastructures notamment qui mettent du temps à se déployer, se transformer ou des usages à changer. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se résigner, évidemment, parce qu'il n'y aura pas de transition écologique sans le secteur des transports. Quand vous avez un seul secteur qui représente 30% des émissions, il doit représenter au moins 30% des opportunités, des solutions, des réponses, et donc on a une responsabilité particulière. Alors on a inscrit donc ces transports dans un effort de planification. Le mot a beaucoup été utilisé depuis notamment 18 mois dans le débat politique et dans le débat public. Quelle était l'idée, là aussi en essayant de résumer les choses de manière simple, et puis on pourra peut-être y revenir dans l'échange, c'était que si on laisse le marché, la société, l'initiative spontanée, privée se faire toute seule, il n'y aura pas de réponse à la hauteur des enjeux. Et les enjeux et les objectifs, qui sont d'ailleurs français, européens et largement internationaux, ceux de l'accord de Paris, ceux qu'on a fixés au niveau de l'Union européenne, c'est la neutralité carbone nette. On peut avoir encore des émissions, mais il faut les compenser, d'ici 2050, donc en une génération, ce qui est une transformation absolument considérable, et a fortiori pour un secteur comme les transports qui n'a pas encore complètement engagé cette transformation à l'échelle. Donc si on laisse les choses se faire spontanément, il se passera des choses, sans doute, mais on ne sait pas combien, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, et on est à peu près sûr, en tout cas on prend ce risque qu'on ne veut pas prendre pour des raisons climatiques évidentes, qu'on n'atteindra pas la neutralité carbone en 2050. Donc on ne peut pas miser, parier intégralement sur une forme d'ordre spontané. L'autre extrême, si je puis dire, serait de considérer que tout va être organisé par un certain nombre de règles, de normes, de standards publics de l'État ou d'autres niveaux de collectivité, ce qui, sur un plan de l'acceptabilité sociale, du fonctionnement démocratique et sans doute à la fin de l'efficacité collective, serait sans doute pas la bonne option. D'ailleurs, on ne sait pas jusqu'où mettrait le curseur, et on voit bien, je pense que François Bonneau partagera cette expérience en tant que président de région aussi, vous nous le direz, c'est qu'on est toujours sur une ligne de crête entre la décision, le cadre, la régulation imposée, c'est aussi comme ça que fonctionne une société, une démocratie, et l'application, l'acceptabilité. On voit bien les débats que nous avons eus, ou les sursauts que nous avons eus, de la crise des Gilets jaunes en France à récemment en Allemagne, une très forte rébellion, y compris politique, sur une question du quotidien qui était l'interdiction des chaudières à gaz. Il faut faire attention, sans reculer ou sans là non plus se résigner ou céder à la facilité, dans le curseur, le rythme, la trajectoire que l'on définit. Donc la planification, c'est la tentative d'avoir d'abord une vision globale, secteur par secteur, une vision quantifiée et mesurée. C'est jamais parfait, je parle devant sans doute un certain nombre de scientifiques, on ne sait pas exactement dire quelle mesure a quel impact, mais on peut l'évaluer, on doit l'évaluer et l'anticiper au mieux, puis l'affiner, et mettre tout cela ensemble pour avoir à la fois la photographie, d'où on part en termes d'émissions de chacun des secteurs et des sous-secteurs, parce que quand on parle des transports, on regarde l'impact de la voiture individuelle, du transport de marchandises, de l'avion, etc. Et d'avoir, au-delà de la photographie, le film. Comment, à 2030, où on a un point de passage où on doit réduire nos émissions déjà de 55% par rapport à 1990, jusqu'à la neutralité carbone visée en 2050, comment chaque mesure produit, ou chaque somme de mesures produit l'effet escompté. C'est ça la planification, tentative de conciliation, si je puis dire, d'un cadre public dans lequel on laisse évidemment une liberté et une initiative individuelle, privée, parce qu'on ne prescrit pas tout et on ne sait pas tout. Mais c'est cette tentative d'organisation, de mesures qui, si je résume cette tentative, le président a parlé d'écologie à la française, repose sur 3 ou 4 idées ou 3 ou 4 piliers que je vais simplement mentionner rapidement. D'abord, l'idée qu'au cœur de cette stratégie de planification et de transition écologique, il y a la science, il y a l'innovation, il y a l'investissement, il y a le progrès. On croit que c'est en investissant dans de nouvelles technologies, en faisant confiance à un certain nombre de recherches et de nouveautés dans nos industries, dans nos centres de recherche, en faisant confiance au progrès, pas de manière naïve mais confiante, que l'on aura des solutions. Je prends un seul exemple volontairement polémique, l'avion. L'avion qui est évidemment à la fois un petit émetteur en termes de part de nos émissions, un grand émetteur par kilomètre parcouru, d'où les débats de société que nous avons légitimement. Bon, l'avion, il est crédible, c'est pas de la magie, de la science-fiction, il est crédible d'avoir des améliorations très significatives dans le secteur de l'aviation.
des carburants durables qui permettent de réduire la consommation et l'émission de gaz à effet de serre, des moteurs. On a en plus des grands champions industriels en France et en Europe, les avionneurs, les motoristes, une entreprise comme Airbus, comme Safran. Nos nouvelles générations de moteurs consomment 20% d'énergie en moins par rapport à la génération d'il y a 10 ans. Donc tout ça est vrai. Donc je ne dis pas que ça fait le coup de baguette magique, la science et l'investissement, mais c'est évidemment ce sur quoi on s'appuie en premier, d'où cette idée de planification qui n'est pas une décroissance, qui n'est pas une croyance, si je puis dire, dans le fait qu'il faut qu'on arrête tout. Deuxième élément, j'accélère un petit peu pour ne pas être trop long, je vois le regard de ma voisine, commence à connaître les messages journalistiques, c'est qu'il faut que cette transition soit juste. Je ne fais là aussi que mentionner rapidement. Juste pour moi, c'est deux choses. C'est d'abord que quand je dis ceux, ce sont les secteurs économiques ou les individus qui polluent le plus, pas forcément un reproche, c'est une réalité, qui émettent le plus par leur mode de vie, par leur niveau de richesse, parce que tel ou tel mode de déplacement, la route en particulier, est évidemment plus émetteur que le train, doivent contribuer plus. C'est pour ça qu'on assume d'avoir des taxes, des contributions qui sont différenciées en fonction du secteur ou de la personne. Et juste, ça veut dire aussi qu'on accompagne, parce que toute la difficulté est là, une fois qu'une innovation est à disposition, qu'une technologie est là, qu'on accompagne ceux qui ont le moins de moyens à faire cette bascule et cette transition. L'exemple type, c'est la voiture électrique. La voiture électrique, c'est formidable. La voiture électrique, ça ne remplacera pas le train ou le transport public, mais quand on a 85% de nos déplacements qui se font en voiture, il est évident qu'une part de la solution, c'est pas seulement dans le report de la voiture vers le train, mais dans la transformation de la voiture elle-même. Formidable innovation. On a une règle européenne pour passer tous à la voiture électrique, encore faut-il en avoir les moyens. Et aujourd'hui, c'est un produit de luxe, si on est honnête. En tout cas, de ménages très très aisés. Et donc ça va baisser sans doute, les prix vont baisser, il y aura un marché de l'occasion, un marché secondaire, mais en attendant, on assume qu'il y a des subventions publiques, le bonus écologique et d'autres, le leasing social qui arrive pour aider ceux qui n'en ont pas les moyens à participer aussi à cette transition écologique pour que personne ne soit enfermé dans la situation actuelle ou rejette la transition écologique, celui de l'acceptabilité sociale que j'évoquais. Deux autres adjectifs pour finir. Cette transition écologique, elle doit être souveraine. Derrière cette idée, je retrouve un peu ma casquette européenne. Il y a cette conviction que si la transformation de l'innovation, la transformation industrielle que porte cette transition écologique, on doit construire des voitures électriques, on doit produire des batteries, on doit produire des carburants verts pour les avions, on doit produire des trains. J'étais juste avant de venir à l'inauguration du nouveau TGV, qui est un formidable outil industriel français, une fierté nationale. C'est mieux de le faire chez nous, sans être dans un nationalisme et une fermeture excessive. C'est mieux de le faire en France et en Europe et de ne pas faire ce qu'on a fait dans d'autres industries il y a 20 ans, en considérant que la France et l'Europe seraient sans usine, que les transformations industrielles se feraient ailleurs et qu'on pouvait être dans un marché complètement ouvert, sans protection de nos propres industries et de nos propres innovations. Un exemple, juste probablement le plus parlant, il y a 15 ans, on avait quelques producteurs français, européens de panneaux photovoltaïques. Les industries chinoises, à grands coups de subventions chinoises d'ailleurs, ont fait du dumping massif. On a tué l'industrie naissante du photovoltaïque et du solaire en France et en Europe. Elle reprend quelques couleurs, mais enfin c'est très difficile. Je pense que si on explique à chacune et à chacun que la transition écologique c'est difficile, qu'il faut convertir des industries entières comme l'industrie automobile et qu'en plus tous ces emplois seront ailleurs, on va avoir un énorme problème social notamment. Dernier point, et j'insiste là-dessus parce que souvent on parle, et je viens de le faire, de transformation, d'incertitude, de contraintes parfois, et il y en a une part évidemment. Il faut que cette transition embarque, fasse adhérer, et je dis même fasse rêver. Parce qu'il y a des occasions de rêver dans cette transition écologique, c'est pas juste un pis-aller ou un mal nécessaire, c'est une vraie possibilité de faire rêver, sur tous les aspects. Quand on a des zones à faible émission dans nos villes, c'est plutôt une contrainte. Quand on dit aux gens qu'il faut faire un peu de sobriété énergétique, c'est plutôt une contrainte, bien sûr, il faut l'assumer. Il y aura des changements de nos modes de vie, de nos comportements et plus de sobriété notamment. Mais, et je reprends mon exemple du TGV, dans une autre époque, on avait des grands symboles qui nous faisaient rêver. Le Concorde, pas très écologique, et puis son histoire s'est finie un peu tragiquement, mais ça a été un moment du rêve français et européen. Le TGV, justement, à tel point qu'on lui a donné un petit nom. Le premier TGV, il s'appelait Patrick, et il avait une copine qui s'appelait Sophie, et les deux premiers TGV, je rappelais ça ce matin au PDG de la SNCF, un peu horrifié, on avait vidé la gare de Lyon en 1981, je n'étais pas là, c'était mon année de naissance, mais on m'a raconté.
on a vidé la gare de Lyon pour exposer fièrement les 5 premiers TGV français sur les quais de la gare de Lyon, tous ensemble, et chacun a là en tête, pour l'avoir emprunté, vu ou autre, le TGV Orange, qui était notre première génération, et une immense fierté française. Ça le reste d'ailleurs, et TGV, c'est probablement parmi les 3 lettres de notre langue qui sont les plus exportées, les plus connues dans le monde. On va avoir un nouveau TGV, vous l'aurez compris, à partir de 2025. C'est une grande fierté. Ça coche toutes les cases que j'évoquais: transition écologique par le rail, industrie souveraine, justice, parce qu'il faut que le train soit aussi plus abordable et on y travaille, rêve. Et on a plein d'autres objets qui peuvent faire rêver dans la transition écologique. Des vélos qu'on va produire chez nous, beaucoup d'innovations dans le monde automobile ou ferroviaire, aux grands avions qui sont plutôt européens d'ailleurs qu'américains aujourd'hui et qui seront de plus en plus propres. On peut multiplier ces exemples d'objets petits ou grands, mais je pense qu'il faut assumer aussi, parce que c'est comme ça qu'on fera adhérer durablement une société, que cette transition écologique, elle est un immense défi, vous l'aurez compris, notamment pour les transports, mais qu'elle se fait par la science et par le progrès, par la justice sociale et par le rêve collectif. Parce que sinon, je pense qu'on perdra beaucoup de gens en route. Voilà quelques convictions pour commencer. Mais sur l'avion, je ne sais pas si les carburants, les biocarburants ou les nouveaux carburants suffiront, parce qu'on voit justement dans cette étude de CITEPA que c'est les émissions des avions qui font progresser, parce que sinon ça baisse plutôt un peu sur le transport, le transport routier, et donc c'est peut-être un effet carburant aussi, hein, puisque quand c'est cher, on paye, on essaye de limiter ses déplacements. Alors, Maria Eugenia Sanin, je voulais savoir comment votre groupe de chercheurs, là, dans la chaire Énergie Prospérité, a réagi quand il a vu ce que le gouvernement proposait en matière de transition, et notamment cet effort et cet espoir qu'on a dans la voiture électrique pour nos déplacements du quotidien et aussi pour les transports publics. Vous, globalement, quand vous regardez ce qu'on nous propose, qu'est-ce que vous voyez des choses positives, ou comment vous analysez ça? Et merci pour cette question. Moi, je vais raconter ça en faisant mention à ces 4 volets mentionnés par le ministre. Donc, mais en vous donnant quelques éléments académiques quand même. Donc, le premier volet dont on a parlé, que c'est de l'innovation de la technologie. Nous, dans la recherche, on l'appelle le changement extensif ou la marche extensive. C'est-à-dire changer la technologie qu'on utilise. Changer la voiture d'une voiture thermique à une voiture électrique. Donc, changer notre infrastructure d'une infrastructure d'aire d'autoroute où on va chercher de l'essence à des chargeurs électriques rapides, etc. Bien évidemment, il faut agir sur cette volet. Et il y a un deuxième volet qui est moins pressant dans les propos, disons, de la nouvelle planification, qui est le volet de la marche ou le changement intensif, c'est-à-dire changer l'utilisation qu'on fait de la voiture qu'on a, changer l'utilisation qu'on fait de l'infrastructure qu'on a. Par exemple, si on rend et c'est partiellement pressant quand on parle par exemple, intensifier ou améliorer les transports publics des proximités. Mais le mot moins sexy serait effectivement la sobriété. Si on subventionne, on fait plus accessible les transports en commun pour un certain type de population, ces populations vont utiliser moins la voiture. Et ça va dans le bon sens. Toujours dans la marche intensive ou le changement intensif, plutôt que utiliser une grande voiture où ces changements dont on parle, donc ces choses interagissent, plutôt que de parler tout simplement d'un changement vers une voiture électrique, parler d'une voiture qui est plus efficace dans l'utilisation de l'énergie, donc plus petite, et que va avoir un degré d'autonomie, une batterie plus petite, liée à nos déplacements du quotidien. Donc il faut savoir que les Français
moins de 50% des déplacements des Français se font à plus de 5 km de la maison. Donc on peut aussi envisager des voitures ou même des modes de transport que ne sont pas la voiture. C'est quelque chose qui peut permettre d'être résistant aux intempéries, etc., mais qui nous permet de faire ces types de trajets et aussi éventuellement même l'aménagement du territoire où on peut avoir plus de proximité. Actuellement, on a des centres industriels, des centres de santé, donc on se déplace, on est obligé à se déplacer, parfois tout simplement pour s'asseoir dans un autre endroit devant un ordinateur. Donc on sort de chez nous et on va, par exemple, à la Défense pour s'asseoir de toute façon devant un ordinateur pour faire une réunion Teams. Donc il y a lié à ça, j'ai bien aimé comment il a été présenté. Comme je suis économiste et les chercheurs avec lesquels je travaille, nous sommes tous des économistes, plutôt que dans l'obligation, on est toujours dans l'incitation économique. Donc il y a là où on trouve qu'on pourrait faire beaucoup mieux, ça serait en créant les bonnes incitations tout de suite, parce qu'il faut penser que 2050, c'est dans 7 ans, et 2035, c'est demain. Et toutes les voitures qu'on voit actuellement sur les autoroutes vont devoir être soit électriques, grosso modo électriques, et si tout va bien, on va avoir moins de voitures, beaucoup plus des rapports modaux. Donc, il faut, et nos recherches montrent plusieurs façons de ciblage de ces politiques incitatives et non pas d'obligation ou de prescription. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme incitation qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Par exemple, on peut rendre... dans nos recherches, on a analysé l'enquête transport 2019 et on peut tout à fait cibler, on peut comprendre quelles sont les populations qui sont les plus vulnérables, par exemple à l'hausse des prix des carburants des dernières, après la crise en Ukraine. Et on peut très facilement comprendre où se trouvent et quelle est leur caractéristique en termes de composition familiale. Par exemple, les retraités sont particulièrement touchés et ils ne sont pas pris en considération par les incitations qui existent actuellement. Et aussi, il faut savoir que, par exemple, une remise au carburant, une remise à la pompe, bénéficie 2,5 fois de plus les riches que les pauvres. Donc, si on peut faire des incitations en rendant les transports en commun plus accessibles, je dis économiquement même, ou en ciblant, en rendant conditionnel, si on veut embarquer aussi les riches, les plus aisés, en rendant certaines aides à un comportement, une conditionnalité. Par exemple, certaines voitures, au-delà de certaines tailles, n'ont pas le droit à certains... donc on peut engager la sobriété ensemble avec ce changement technologique. Mais je vais revenir sur et donc, bien évidemment, la justice sociale, que c'était le troisième point, c'est très important, parce que sinon on va pas y arriver, c'est normal, il faut que ça soit une transition juste et je pense que c'est là où la justice et la souveraineté peuvent aller ensemble avec le faire rêver. Pourquoi? Parce qu'en fait, en économie, on sait bien que pour faire du profit, on peut augmenter les ventes, mais on peut aussi diminuer les coûts. Et si nous, les Européens, et en particulier les Français, on apprend à être plus efficace, plus sobre, on peut produire et faire arriver des biens, des services et des personnes à des endroits d'une façon plus sobre, en utilisant moins d'énergie, moins de temps, ça veut dire moins de coûts. Et donc ça peut être notre avantage comparatif vis-à-vis des autres régions. Et à moi, en tout cas, ça me fait rêver. Si au lieu de devoir passer 1h30 dans les transports, je peux aller 2 fois par semaine, passer 20 minutes, et on doit me payer moins mon forfait transport,
où on va m'aider à utiliser une voiture plus légère et m'égarer en centre-ville, vu qu'il y aura plein de place. Moi, ce monde de la transition où tout coûte moins parce qu'on est vraiment dans la sobriété, ça me fait rêver. Ça me fait rêver de pouvoir marcher jusqu'à le train et pouvoir compter mes pas et faire quelques pas plutôt que de monter dans ma voiture et être complètement arrêté dans le trafic. Donc je pense qu'effectivement, là où on devrait faire un tout petit peu plus et que ça pourrait s'aligner avec les 4 adjectifs et nos recherches montrent comment le faire, c'est pas aussi compliqué que ça. Ça serait axé sur la sobriété, l'efficacité, la réduction de coûts, en utilisant cette transition comme un avantage comparatif vis-à-vis des autres régions, par exemple. Ah, mais c'est un très bon point dont on pourra débattre tout à l'heure, parce que c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit là pour l'instant. La transition écologique, c'est plutôt des voitures qui coûtent plus cher, c'est plutôt des transports qui coûtent plus cher. Plus les trains sont, notamment les trains à grande vitesse, plus ils sont complets, plus on les utilise, plus le prix des billets a tendance à monter. Donc ça va être intéressant qu'on en débatte tous ensemble tout à l'heure pour trouver la voie. Mais avant, je voudrais entendre votre point de vue, François Bonneau, de président de région. Et je me demandais si vous, au niveau de la région, vous aviez les outils pour voir si votre région faisait des progrès, par exemple, en matière d'émissions de carbone liées au transport, ou bien si on n'avait que des données nationales et que donc vous deviez vous débrouiller un peu tout seul. Et puis, je voulais savoir comment vous adaptez localement ces contraintes qui sont à la fois les orientations européennes, les orientations mondiales, même avec le GIEC, et puis les besoins de vos citoyens. Bien, merci beaucoup. Merci d'associer une région, pour les habitants de cette région, votre région, à cet échange à la fois avec le ministre, et très heureux de le faire avec Clément Beaune, et à la fois avec vous, madame, parce que la place de l'innovation, de la recherche est fondamentale dans cette affaire. On est au rendez-vous de l'histoire, je voudrais simplement dire ça en ouvrant le propos. La fin de la deuxième moitié du 19e, c'est le train. C'est une transformation complète des activités, une transformation complète de l'aménagement de l'espace à l'échelle de notre pays et des pays développés. La deuxième moitié du XXe, c'est une autre transformation, c'est l'ère de l'automobile. On y va plein pot, si vous permettez l'expression, et on transforme également nos modes de vie, nos mobilités, le rapport domicile-travail, etc. Nous sommes là sur des sujets qui sont très impactants, très structurants du modèle de développement. On n'est pas dans la périphérie, il faut qu'on règle ça parce que c'est à la fois un fait générateur et une conséquence. Il faut vraiment en avoir en tête. Et nous sommes dans un moment, je crois, convoqué par la même importance. On est fiers des mobilités. Je regarde le premier vice-président, maire de Blois, et on en parle souvent ensemble, considère que c'est un élément d'émancipation, un élément de liberté, un élément d'épanouissement, un élément de paix fondamental. La connaissance de ce qui existe de l'autre côté de la colline, la connaissance de ce qui existe dans l'autre pays, etc., ça élargit notre regard, ça nous permet de vivre ensemble en paix, de considérer que l'autre nous enrichit et n'est pas notre ennemi. Je vais aussi le dire très fortement dans ces éléments fondamentaux. C'est pourquoi c'est un élément de société. Et nous sommes dans un moment où il faut accomplir une révolution sur les mobilités qui est à peu près de même ampleur parce que, Clément l'a dit avec force, 30% de l'émission de gaz à effet de serre, 30% de CO2, c'est considérable. Et si on dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire de ce côté-là, on n'arrivera jamais en 2050 à la décarbonation des activités humaines. À l'évidence, il faut repenser la complémentarité des modes. On a banni le vélo. Moi, je suis enfant d'ouvrier, j'ai vu la voiture arriver à la maison, j'étais déjà ado avancé, etc., etc. Et mon père, il allait bosser en vélo. Mais c'était pour moi, en tant qu'ado, une fierté considérable de voir qu'il pouvait y aller en voiture. Vous voyez, c'était substantiel de notre accès à la modernité et à l'émancipation. Le vélo était complètement de côté. Aujourd'hui, ça peut et ça doit être un élément de tendance si on assure la sécurité de nos concitoyens dans la circulation en vélo.
le piéton, le vélo. La voiture, oui, mais pas forcément la voiture en tant que propriété. On va vers une société qui est une société de l'usage et pas une société de la propriété. Et si on considère ça, ce que l'on fait, Marc, avec la voiture en partage, qu'on est en train d'implanter de manière expérimentale dans certaines petites com rurales pour que les gens puissent utiliser le véhicule, c'est un véhicule électrique, c'est quelque chose qui révolutionne. La voiture, bien sûr, le train. Force est de reconnaître que celles et ceux qui ont été à la place de Clément Beaune il y a 20 ans, 30 ans, un peu plus même, ont fait le TGV, continue, mais on fait le TGV, et au détriment des lignes classiques. C'est à ce moment-là qu'on a vu, pendant 50 ans, fermer, coup après coup, des petites lignes, parce qu'elles n'étaient pas rentables, qu'on a vu des lignes un peu plus rentables abandonnées. Et nous discutions avec Clément Beaune il y a peu de temps sur une ligne pour laquelle lui comme moi, nous sommes persuadés qu'elle est essentielle. C'est pas une ligne TGV, c'est une ligne qui, pour notre région, Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, est complètement structurante pour l'aménagement du territoire. Et si on dit, puisque possiblement il y a Toulouse, Bordeaux, etc., on va compter là-dessus, ça veut dire qu'on oublie en termes d'aménagement du territoire la moitié de la France. Donc on a les petites lignes, on a des lignes structurantes qui ne sont pas des lignes grande vitesse. Et puis, on a la grande vitesse, c'est une fierté pour notre pays, c'est très bien. Et si on veut que les gens prennent moins d'avions, il faut qu'ils prennent moins d'avions pour les déplacements intérieurs et pour certains déplacements européens. À ce moment-là, on a besoin de faire vivre. Donc, la notion de réseau, elle est absolument déterminante. Et puis, l'innovation. L'innovation, c'est la révolution des modes d'énergie. La révolution des modes d'énergie, à des niveaux, vous posiez la question comment vous faites à l'échelle d'une région. À l'échelle d'une région, on se fixe comme objectif 2028, plus un quart, parce qu'on fait, en termes de mobilité, on a la circulation des trains, on a tout l'interurbain avec les cars, on a les transports scolaires, etc. En 2028, plus un quart scolaire, il y en a plus de 1000 qui circulent tous les matins, plus un quart scolaire qui soit avec du gasoil. On aura du gaz naturel. On aura on a fait les premiers, et c'était un beau symbole d'ailleurs, on a fait le premier rétrofit de cars scolaires. Et on a voulu que la présentation se fasse au Clos Lucé. Le Clos Lucé, c'est Léonard de Vinci. Et on a fait ça, je ne fais pas de pub pour la société, non, on a fait ça avec une société qui a un marché de transport chez nous. Et ils ont pris un car qui, sans ces travaux, allait être condamné rapidement et remplacé par un autre car. On l'a transformé, on a mis des batteries. Un car scolaire, quand on mesure bien, ça ne fait pas énormément de kilomètres, ce n'est pas un changement fondamental. On est engagé là-dedans. Et puis l'hydrogène. Nous sommes persuadés, et je ne sais pas s'il y a des Vendômois, mais il y a une très belle entreprise qui va fabriquer des hydrolyseurs de grande puissance qui va s'installer à Vendôme. Nous sommes persuadés que l'énergie électrique non carboné d'origine peut être et doit être un élément fondamental pour produire de l'hydrogène, et que l'hydrogène, c'est l'énergie d'une certaine manière de la mobilité, parce que une fois mis dans les réservoirs, ça peut apporter pour le train, pour le camion, pour le car, ça peut apporter des éléments absolument. Et puis, en termes d'innovation, je ne sais pas s'il y a des responsables de la SNCF, mais ils ne seront pas étonnés de mon propos, ni des responsables d'Alstom, ils ne seront pas non plus étonnés de mon propos, la nécessité impérieuse d'avoir sur le matériel une pratique complètement, une recherche complètement transformée. On fonctionne quand même globalement encore avec des gens comme Alstom, avec la SNCF, sur l'idée que partout on doit avoir à peu près le même train en dehors, mais partout le même train qui sont des trains lourds, etc. Si on veut des lignes plus capillaires, il faut être capable d'avoir des trains légers, il faut être capable d'avoir une énergie décarbonée sur ces trains légers, il faut être capable de concevoir les infrastructures à moindre coût, non pas plus de danger, mais à moindre coût, parce qu'elles vont supporter des choses qui seront inférieures. Donc une transformation sur les énergies. Après, le sujet des moyens financiers, comment on y arrive, c'est compliqué. Je vous donne juste ce chiffre. Il y a 5 ans, le budget transport, si on prend infrastructure, matériel et services, le budget des transports représentait pour le budget de la région 29%. En 2022, il représente 41%. Je vous donne juste ce chiffre pour redire, aujourd'hui, même quand vous êtes insatisfait de telle ou telle chose, et vous avez raison, et je vois des responsables d'entreprises avec lesquels on travaille beaucoup qui disent « Monsieur le Président, il faut absolument que vous multipliez les arrêts à tel endroit parce que nos salariés, etc. etc. » Vous avez raison de le dire. On fait d'énormes efforts, il faut réussir à optimiser ces dépenses dans ces complémentarités.
Il faut penser, et je crois que Clément Beaune et vous-même, vous avez raison d'insister là-dessus, il faut penser qu'il peut y avoir là quelque chose qui est soit un nouveau ciment social, soit une rupture complète de notre société. Gilets jaunes, c'est le sentiment qu'on va aborder la modernité énergétique en laissant de côté complètement une partie de la population dans l'ignorance de cela et à l'écart de cela. Ce serait terrible, ça serait contre-productif par rapport à l'objectif, ce serait une grande fracture. Donc je pense qu'il faut que nous abordions ça avec une grande, grande attention, mais pas dans la notion où tout le monde aura son SUV 4x4 machin truc, parce que ça c'est pas jouable et puis c'est pas bon pour la planète, dans l'idée qu'il faut apporter plus de services et mieux de services, et dans ces complémentarités avec une implication publique. C'est pourquoi on en parle avec le gouvernement, nous en avons parlé encore au Congrès des régions. Nous sommes, au niveau des présidents de région, dans l'idée de rechercher un moyen financier, au regard de l'importance que ça a, un moyen financier pérenne dans nos budgets. Vous avez vu le poids qui nous permettent d'engager des politiques de moyen et de long terme. Et ce moyen financier pérenne, ce serait le versement mobilité ou c'est... Ça peut être le versement mobilité, mais nous n'en définissons pas a priori. C'est une discussion qu'on aura avec le gouvernement, mais qui nous paraît absolument nécessaire, qui peut être aussi une réflexion à l'échelle de l'Europe. Parce que le problème qu'on se pose ici n'est pas qu'un problème au niveau de la France. Clément Beaune, vous avez déjà une réponse à ça ou des pistes à apporter aux régions sur ce sujet budgétaire ? Sur le financement, François Bonneau a raison. Il est clair qu'on va être devant un niveau, certains disent un mur, je vais être plus positif, un niveau d'investissement massif dans nos transports publics, puisque, je ne redis pas les chiffres, mais quand on est à un tiers des émissions de gaz à effet de serre et que c'est le secteur qui n'a pas, encore une fois, cela s'explique par des besoins de mobilité, par la reprise des mobilités post-Covid, qui a fait aussi que les transports, même les plus polluants, ont réaugmenté. On s'en félicite en partie depuis 2019, plutôt 2020-2021, pardon. On aura évidemment besoin de ressources supplémentaires, collectivement, État, région, métropole. Donc moi, je l'ai dit d'ailleurs à la réunion des présidents de région la semaine dernière, il n'y a pas de tabou là-dessus. On a trouvé quelques solutions ad hoc, mais qui sont honnêtement pour l'instant des solutions spécifiques, avec la région Île-de-France par exemple, parce qu'il y a le projet du Grand Paris qui arrive à maturité, qui est une formidable nouvelle, on parlait de rêve. Je pense que pour beaucoup de Parisiens, de Franciliens et de personnes qui viennent régulièrement en région parisienne, pour raisons familiales, professionnelles, touristiques et autres, et d'ailleurs du monde entier, avoir un réseau de transport qui va doubler, c'est ça qui se passe en Île-de-France, un réseau de métro automatique qui va doubler par rapport au réseau actuel, 4 lignes de métro supplémentaires, on n'a jamais fait ça dans notre pays en 15 ans, par rapport, la dernière révolution comparable en termes de transport public, c'était les RER en région parisienne, et on va essayer de faire cette révolution aussi dans différentes métropoles, y compris dans la région d'ailleurs, on en a parlé avec le président Bonneau, et donc il faudra des ressources, et il faudra anticiper, parce que là aussi, et ça n'est pas propre au transport, on a un certain talent qui n'est pas que français, mais qui est politique probablement, c'est qu'on aime bien définir les choses au coup par coup. Et donc on a défini pour le Grand Paris le financement de ce grand projet d'investissement, tant mieux, qui a été fait encore une fois en 15 ans, c'est quand même rapide en réalité. Et là on va définir des RER métropolitains, comme on les a appelés, qui vont prendre des formes un peu différentes. C'est concrètement des réseaux de transport public supplémentaires dans les métropoles de France, adaptés au territoire. Ça sera parfois des métros, parfois des trams, parfois des bus à haut niveau de service, et le plus souvent un mélange de tout cela. On va financer l'investissement, on commence à le financer dans les contrats de plan État-région, mais il faudra évidemment des ressources pour les métropoles et les régions pour financer l'exploitation des réseaux de transport. Et c'est mieux si on l'anticipe que si on le définit dans 3, 5 ou 10 ans, une fois que ces réseaux seront déployés. Donc oui, on va faire ce travail avec les métropoles et les régions en particulier. Il y a un ministre du gouvernement, Patrice Vergrit, qui a mis en place la gratuité des transports, lui, dans sa ville. Et puis, il y a une grande métropole, Montpellier, qui envisage qui va le faire en décembre. Dans la région, je crois que vous avez instauré la gratuité des transports pour les 15-25 ans pendant les week-ends. Absolument. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Juste vous dire pourquoi cette tranche d'âge, etc. Comme j'ai tenté de le dire, je pense que c'est une approche qui est assez fondamentale, assez structurante pour une société, assez culturelle que cette transition par rapport à la mobilité. Et nous considérons que de donner aux 15-25 ce réflexe, je prends le train, je prends le car
plutôt que la voiture individuelle à chaque fois que c'est possible. Et encore une fois, je n'écarte pas les gens qui habitent loin du train et loin du car et qui ont besoin de la voiture. C'est toujours, j'ai marqué la complémentarité. Mais en tous les cas, donner ce réflexe-là, c'est assez fondamental. Et ce que nous observons, Marc, c'est qu'on a une très très belle adhésion de la part de ces jeunes à ce sujet, qui nous amènera certainement d'ailleurs à augmenter un peu le capacitaire sur certains moments. Je pense le dimanche soir quand ils rejoignent leur fac ou le samedi matin. Mais ça procède du principe aller vers l'autonomie, leur donner l'autonomie. Ils sont en quête d'autonomie, une autonomie assumée, et puis le réflexe. Donc c'est absolument fondamental, en précisant toujours que le train, les gens me disent le train est cher. Oui, le train est cher par rapport à un certain nombre de budgets, quand les budgets... Mais pour autant, vous avez entendu les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, la part du ferroviaire dans le budget 2024 qu'on est en train de forger, on y était Marc hier ensemble, ce sera 400 millions d'euros. Donc le train est cher, mais les collectivités publiques participent déjà beaucoup. La mobilité a un coût. Il faut aussi qu'on fasse passer cette idée que la 400 mobilité a un millions coût. d'euros, c'est pour le fonctionnement des TER, c'est ça? 400 millions d'euros, c'est pour le fonctionnement des TER? 400 millions d'euros, c'est pour le fonctionnement du TER, c'est pour le fonctionnement des intercités, c'est la partie à la fois infrastructure et amortissement du matériel. Et c'est, dernier point, c'est également ce qu'on appelle la nouvelle mobilité rurale. Très attentif à ce qu'on n'ait pas ce sentiment d'éloignement. Aujourd'hui, il y a une grande détresse dans la ruralité. Ça peut amener d'ailleurs les gens à imaginer que le choix des extrêmes est la solution, parce qu'ils ne se verraient pas rentrer dans ce monde de demain. Il faut absolument qu'ils aient, au même moment que les progrès se font pour les zones urbaines et pour les urbains, et donc on met en place, avec les intercommunalités, un certain nombre de moyens. J'ai parlé de la voiture en autopartage. On fait l'aide également à 10, 12, 15 km lorsque les élus considèrent qu'entre un village et une ville plus importante, ou une petite ville et une ville plus importante, on peut utiliser le vélo assistance électrique. Je vous donne juste ce chiffre, vous connaissez bien la région, c'est 1 800 000 d'utilisateurs de la Loire à vélo. Eh bien, en 3 ans, on est passé de à peu près 0% de VAE, de vélo assistance électrique, à 20% de vélo assistance électrique. Donc quand je parle des complémentarités entre les modes, le vélo assistance électrique donne une vraie autonomie supplémentaire pour utiliser le vélo. Clément Beaune, vous vouliez répondre sur le prix des billets de train? Oui, juste une chose sur la gratuité, parce que c'est un débat qu'on a souvent, qui rejoint la question de l'accessibilité et des prix. Il faut avoir en tête la gratuité. Il y a même, je pense, une quarantaine aujourd'hui de métropoles de différentes tailles en France qui la pratiquent. Dunkerque a été un des exemples emblématiques, parce que c'était une des plus grandes villes. Maintenant, Montpellier va faire encore plus, à une échelle encore plus grande, pardon. Mais Dunkerque a été une des villes très emblématiques de cette politique de gratuité. Moi, je ne suis pas favorable à ce que ça soit un mantra, si je puis dire, ou une généralité. D'abord, je pense que c'est très bien si les régions concernées, les métropoles concernées ont des politiques autonomes, si je puis dire, à cet égard, et différenciées. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les mêmes usages, ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes distances, ce n'est pas les mêmes niveaux de revenus moyens quand on est à Dunkerque, à Montpellier, à Paris, etc. Le réseau francilien, si on le mettait en gratuité, d'abord, il faut quand même trouver beaucoup de milliards d'euros, une dizaine de milliards d'euros par an, l'ensemble de... Oui, on paye par les impôts ce qu'on ne paye pas par la billetterie. Et est-ce que c'est juste, parce que c'est ça la question, est-ce que quand bien même on ferait cet effort d'une dizaine de milliards d'euros collectivement, est-ce que c'est juste que dans la région la plus visitée au monde, on ait des touristes internationaux qui ont souvent un fort pouvoir d'achat, qui ne payent pas les transports? Alors on peut différencier, mais c'est très compliqué. Montpellier est en train de l'expérimenter, c'est difficile. Donc je pense qu'il faut accepter qu'il n'y ait pas les mêmes politiques tarifaires, parce que l'offre n'est pas la même, les modes de vie ne sont pas exactement les mêmes, d'une grande métropole à une autre, d'une ville à une autre. Dunkerque, par exemple, je pense que ce qu'a fait Patrice Vergrit, moi je suis allé le voir avant qu'il soit mon collègue au gouvernement pour regarder cette expérience, ça marche bien, mais deux choses sont très spécifiques et intéressantes. Un, il était dans une ville où il y avait une forte classe moyenne, forte proportion de classe populaire, qui était très dépendante de voitures anciennes, diesel, polluantes. Bon. Et donc c'était aussi une façon de leur offrir une meilleure qualité de vie, un choc pour les transports et une décarbonation, une stratégie écologique réelle. Et donc c'était son grand levier pour cette stratégie de décarbonation. Il a bien fait. Et par ailleurs, il l'a accompagné, François Baudot ne me démentira pas, et Madame Saline non plus, je pense, d'un choc d'offres,
C'est-à-dire qu'avant de mettre en place la gratuité, il a dégagé des moyens pour que les personnes, parce que c'était bien le but, qui prennent davantage les transports publics, aient une offre de qualité. Et ce que nous disent globalement nos concitoyens, dans toutes les études, toutes les enquêtes, vous me corrigerez si je me trompe, c'est que c'est aujourd'hui où on a des villes assez saturées, une reprise des transports publics, tant mieux d'une certaine façon post-Covid, mais avec les questions que vous avez soulevées, est-ce que c'est vraiment un mode de vie superbe de prendre son RER pour aller à la Défense, faire une réunion qu'on aurait peut-être pu faire de chez soi ou qu'on aurait pu faire un peu moins souvent? Bon, question posée. Mais on a comme problème recensé ou identifié par nos concitoyens, surtout la qualité, la fiabilité, la sécurité, tout ce qui concerne l'offre de transport. Ça vient dans toutes les enquêtes avant le prix. Donc le prix, c'est un sujet, notamment pour le TGV. On focalise beaucoup là-dessus parce que le TGV n'est pas subventionné, on pourrait y revenir. Mais c'est surtout de l'offre de transport public de meilleure qualité que nous demandent nos concitoyens. Ce qui est galère quand on habite dans une grande ville ou a fortiori dans un département rural où il y a moins de solutions de transport, c'est que c'est pas disponible, c'est saturé, c'est pas confortable, etc. Donc je pense que François Bonneau a raison, il faut qu'on dégage des ressources pour ça aussi, et ça n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui paye à la fin. Donc soit c'est l'usager, soit c'est le contribuable, et qu'il y a un équilibre entre l'usager et le contribuable ne me paraît pas choquant, et qu'il y a un équilibre entre modes de transport, c'est-à-dire qu'on aille demander à la route de financer le train, pour faire court, c'est pas choquant non plus, et c'est notamment ce qu'on essaye de faire dans ce budget. Je rappelle juste un chiffre, même si là aussi ma voisine me corrigera si je suis trop approximatif, le train est très largement subventionné. Les transports publics en général sont très largement subventionnés, il faut quand même le rappeler, avec beaucoup d'écarts. Le TGV beaucoup moins qu'un TER ou un intercité, mais en France, en moyenne, la part que l'usager paye quand il prend un train ou un moyen de transport public, c'est à peu près 20%. Il y a des écarts, 20%. Donc 80% est payé par la puissance publique, quel que soit le niveau de collectivité. Je crois qu'en Europe, on est plutôt autour de 70%. Donc là, tous les pays européens ont une forte politique de subvention au transport public, tant mieux. Et la France, plutôt plus que la moyenne. Et le train est structurellement plus cher que l'avion, notamment on a ce débat, parce que chacun le voit sans être un grand technicien, que je ne suis pas non plus. Quand vous avez deux aéroports à relier par une petite bestiole qui s'appelle un avion, certes ça coûte cher, mais il n'y a pas d'infrastructure entre les deux. Quand vous avez deux grandes villes de France, par exemple, à relier par un train, entre les deux, vous avez une infrastructure, et pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, 1 kilomètre de ligne à grande vitesse à construire, je ne parle même pas de l'exploitation, c'est à peu près 30 millions d'euros. Le kilomètre. Donc on voit bien à quel point, vous n'avez évidemment pas ça dans les airs, c'est plus cher structurellement de voyager en train. Et donc c'est parfaitement normal que la puissance publique subventionne. Si on voulait que le train soit encore plus compétitif par rapport à l'avion, et c'est un des leviers de la transition écologique, il faut mettre encore plus de subventions, ou, et j'assume qu'on ait cet équilibre, sinon il n'y a pas de miracle, qu'on fasse payer parfois l'avion un peu plus cher. Maria Eugénia Sanin, vous parliez tout à l'heure d'incitation, de bonnes incitations, et on sait que les prix ou les coûts font partie de ces incitations. Est-ce que vous trouvez que ces phénomènes de gratuité ou ces baisses de prix sur les transports publics, ça incite les gens à prendre les transports? Et sur l'automobile, est-ce qu'au contraire, on voit un effet carburant, un effet prix sur les mobilités? Et comment on pourrait... est-ce qu'il faut utiliser ce levier des prix beaucoup, ou au contraire, est-ce qu'il faut d'autres incitations? Moi, fidèle à ma formation, je veux dire qu'il faut utiliser les incitations et aussi les coûts. Donc, la formation de coûts, donc, ici, on disait que ça coûte plus cher le train que l'avion. Et ça, c'est parce que l'avion ne paye pas le coût total de l'énergie qu'elle utilise. Donc, quand on émet des gaz et des gaz à effet de serre, on a signé un accord de Paris parce qu'on est d'accord que le coût de s'adapter est beaucoup plus élevé que le coût de faire quelque chose et éviter d'avoir à s'adapter. Donc, si l'avion, et en particulier si l'avion payait le coût total de son utilisation, c'est-à-dire le coût lié à l'estimation du dommage lié à ces émissions, à ce moment-là, le train deviendrait plus compétitif que l'avion, surtout sur certains trajets, ici à l'intérieur de la France notamment. Donc, effectivement, il faut aligner les prix aux coûts totaux, pas juste le coût qu'on a actuellement. Les émissions ont un coût pour la société, ont des coûts liés à la santé, aussi les émissions en particules fines, etc.
Et donc, du moment où les prix sont alignés au coût, effectivement, l'incitation serait complètement différente. Et on serait plus incité à prendre le train. Et du coup, on pourrait mieux le financer, par exemple. Donc, voilà ma réflexion par rapport à ça. Après, je vais profiter que j'ai la parole parce qu'on parlait avant de s'asseoir le rétrofit. Et on disait qu'en général, le rétrofit, il est difficile dans les voitures individuelles parce qu'on n'a pas suffisamment de modèles, on n'a pas un modèle très utilisé pour que ça soit profitable. Pour le bus, le rétrofit, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup moins de modèles en bus. Et donc, cette transformation d'un bus en bus électrique, ça devient beaucoup plus intéressant d'un point de vue coût. Oui, c'est un point intéressant parce qu'on se disait avant de commencer cette conférence que un des problèmes de la transition, c'est que pour essayer de faire des économies d'énergie, on commençait par dépenser, par acheter, quoi. On achète une voiture électrique et on laisse sa vieille voiture. Et donc on se demandait sur l'ensemble du cycle de vie des objets, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à optimiser ce qu'on a déjà plutôt qu'à toujours racheter des choses nouvelles, racheter une nouvelle gourde plutôt que... On est toujours en train de racheter un récupérateur d'eau, racheter quelque chose. Et donc à la fin, en fait, est-ce que cette transition ne pousse pas à une consommation qui est contre-productive ? C'est vraiment un raisonnement qu'il faut avoir. Nous, sur l'expérience que je vous relatais là, sur les cars scolaires, on leur redonne entre 10 et 15 ans de vie en les rétrofitant. Donc ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un car électrique neuf, patati patata, et on prolonge la durée de vie. C'est le premier élément. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, si vous n'avez pas intéressé à l'aborder, c'est celui du fret. On a vécu quand même aussi pendant des décennies en tournant complètement le dos au fret ferroviaire, et on a choisi le fret par poids lourd. On voit aujourd'hui que, même s'il y a eu beaucoup de progrès sur la motorisation des poids lourds qui sont moins polluants que par le passé, il n'en reste pas moins qu'on a là un mode quasi exclusif de transport des marchandises. Ça n'est pas tenable. On a signé il y a peu de temps avec le ministre des Transports, Clément Beaune, un engagement de la région et de l'État, je devrais dire des régions et de l'État, puisque la région a apporté Centre-Val de Loire 4 millions, la Normandie 1 million, et l'État 5 millions pour créer une plateforme de fret. Elle est à Fleury-les-Aubrais à Orléans. Elle va permettre d'embarquer l'équivalent de 170 camions jour pour emmener les marchandises sur les ports de Rouen et du Havre. C'est considérable. Mais ça, pour le moment, c'est encore embryonnaire. Il faut vraiment que ça devienne quelque chose de fondamental. Mais il faudra des infras. L'estimation que l'on fait entre le point de vue des structures de l'État et les régions, c'est que, retenez ce chiffre, il y a un investissement à faire sur les infrastructures qui se situent estimées entre 80 milliards et 100 milliards d'euros. Vous voyez la fourchette à réaliser sur les infras si on veut donner au rail toute sa place et pour le ferroviaire et pour le fret, et pour les usagers. Et dernier point, je pense que oui, il faut qu'on fasse de la recherche. On a besoin de vous, mais y compris sur les organisations. Nous, notre travail, y compris avec les constructeurs, mais aussi avec les SDF, c'est d'amener cela. On a fait circuler, il y a peu de temps, de manière expérimentale, entre Tours et Loches, un train qui était un train hydrogène, c'était un train allemand, on avait fait venir, etc. Quand on voit le monceau de réglementation qu'il faut faire bouger, c'est considérable. Il y a quand même c'est des choses qui sont très enquistées dans nos habitudes technologiques, et je pense qu'en termes d'organisation, il faut vraiment qu'on pousse les choses. Et en matériel, le train léger, nous, on cofinance avec d'autres régions un projet chez Alstom aujourd'hui, mais sauf si tu me demandes, j'ai l'impression que nos grands industriels européens ne sont pas totalement prêts pour ça, alors que c'est des commandes à passer très vite si on veut donner ça, donc de la recherche. Et quand je disais de la recherche dans les organisations, aujourd'hui, je reprends l'exemple... ce que ne comprennent pas les salariés, ce que ne comprennent pas les chefs d'entreprise, c'est que le cadencement pour venir sur une métropole ou sur une agglomération, il est difficile à régler. Le train, il n'est pas comme la voiture. Vous avez un passage.
si vous avez à la fois un train rapide et un omnibus, ça ne fonctionne pas. Donc il faut réussir à faire des décrochages techniques, des virgules, qui feront que l'omnibus se garera quand l'autre passera, etc. On n'était pas rentré là-dedans. Et pourtant, si on veut... on a le problème des systèmes express métropolitains, c'est-à-dire d'une nouvelle manière de penser le rapport entre la centralité d'une métropole et les territoires qui en dépendent, mais dans un rayon de 10, 15, 20 km. Si on veut faire ça, il va falloir des organisations extrêmement agiles, et on les a pas forcément. Donc il y a aussi de la recherche à faire sur les organisations, me semble-t-il. Oui, et sur le rétrofit, on ne peut pas aller plus vite, vous disiez, Maria Eugenia, parce que avant, on avait tous des 4L, donc c'était facile de dire on va mettre en place une filière pour rétrofiter les 4L. Et maintenant, il y a une telle diversité de voitures qu'on ne peut pas mettre en place... Juste là-dessus, nous, on avait un responsable qui a disposé d'un certain nombre de moyens, qui a lancé une filière de rétrofit de Clio à l'échelle de notre région. Il avait fait ses preuves dans d'autres rétrofit vers l'électrique, oui, c'est oui. ça ouais. Donc c'est la transformation. Il a fait ses preuves dans d'autres secteurs industriels avant, et c'est quelqu'un qui semblait tout à fait, et il n'a pas réussi à trouver le modèle économique. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais c'est facile de le dire, comme je le dis là, un peu plus difficile à réaliser dans un modèle économique qui fonctionne. Vous disiez, Clément Beaune, il y a une nouvelle réglementation qui... Non, un des obstacles au rétrofit, c'est effectivement une diversité de modèles dans la voiture individuelle. Il y a aussi, ça renvoie à ce que disait François Bonneau sur les réglementations, il y a aussi des évolutions réglementaires à faire, parce que, sans rentrer dans trop de détails, il y a de très nombreux verrous réglementaires, parce qu'on est dans une période justement d'innovation dans beaucoup de filières. C'est vrai dans le domaine ferroviaire, ou si on veut demain des trains légers ou très légers, qui sont, je crois, une formidable innovation ferroviaire, notamment sans doute pour les régions et pour des petites lignes qui sont aujourd'hui un peu, complètement même désaffectés, et qui sont désaffectés parce que... Il ressemble à quoi, ces trains légers? Alors, les trains légers, je suis juste sur le rétrofit, donc tout ça pour dire aujourd'hui qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que je crois que c'est fait, même depuis ce matin, il y a un certain nombre de décrets qui ont été publiés, une réglementation qui assouplit pour les industriels les délais de validation de modèles de rétrofit, donc c'est aussi une des pistes. Ce que je veux dire sur l'innovation d'ailleurs, c'est qu'il faut appuyer, si je puis dire, sur toutes les touches du clavier à la fois. Dans une période où on se transforme vite, beaucoup, et on a de l'incertitude, sur les sources d'énergie. Est-ce qu'il y aura un avion à hydrogène demain? Moi, j'ai toujours pas la certitude, en écoutant beaucoup de gens dans le domaine de l'aéronautique, et avec d'ailleurs des opinions différentes, et tous sont des grands spécialistes du sujet, donc on ne le sait pas bien. Est-ce que le transport maritime, il va se décarboner massivement avec des biocarburants? Est-ce qu'on en aura assez pour tout le monde? Parce que c'est la priorité pour l'aviation, ça peut pas être complètement la priorité, et pour l'agriculture, et pour l'aviation, et pour le transport maritime, et pour d'autres usages. La planification sert aussi à ça, non pas à faire le gosse-plan, mais à savoir aussi, là, on priorise quoi? Et il faut assumer que dans une période de transition, il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors il y a toujours des choses qu'on ne sait pas, mais dans une période où on doit faire vite un très grand changement, il faudra assumer aussi, ça vaut pour les responsables politiques et les responsables publics, qu'on mettra parfois de l'argent sur des choses qui ne vont pas marcher. Et c'est d'ailleurs aussi parfois l'honneur de l'État et de la collectivité publique de prendre ce risque que ne peut pas prendre le secteur privé. Mais dans 5 ou 10 ans, parfois on nous dira, écoutez, l'hydrogène, vous y avez cru, je pense à juste titre, mais l'hydrogène, vous y avez cru pour tel ou tel mode de transport. En fait, on s'est planté, peut-être que c'est autre chose. Il faut l'assumer, parce que sinon, ce qui est sûr, c'est qu'on va louper des choses importantes et qu'on se fera distancer par nos amis américains ou chinois qui, par nature, ont des moyens d'investissement beaucoup plus grands. J'ai juste un point sur l'innovation, et ça renvoyait à ce qu'on disait tout à l'heure. L'innovation, effectivement, c'est pas seulement les très grands projets, c'est aussi des plus petites transformations, et c'est aussi des transformations d'usage. Et ça, c'est un point, vous l'avez dit, Mme Sanin et François Bonneau, c'est un point qui est un changement culturel. Je le vois au ministère des Transports, je n'ai pas le bonheur d'être ingénieur moi-même, mais c'est un ministère d'ingénieurs dont je caricature volontairement le modèle historique, puisqu'ils n'ont pas tous connu le plan Fraissinet dans le ferroviaire, heureusement, c'est plutôt la voiture, si on est honnête, et donc plutôt l'infrastructure routière, qui était notre culture collective des 50 dernières années, majoritairement. On n'a jamais abandonné l'amour du train, mais enfin, c'était quand même la vraie transformation et la vraie fierté du quotidien, avoir sa voiture, ou avoir une deuxième voiture, ou avoir sa voiture jeune. On change un peu de modèle, notamment chez les jeunes, tant mieux. C'était la route, du coup, qui était l'infrastructure associée. Pensez qu'aujourd'hui, il faut penser intermodalité, infrastructure, pas seulement routière, et pas seulement infrastructure tout court, c'est-à-dire les usages. Je prends même l'exemple de la voiture, pour rester dans le classique du routier. Si on veut décarboner, plus vite qu'en déployant des infrastructures nouvelles, il y a
un changement d'usage qui est compliqué, parce que c'est des habitudes, et auxquelles on essaye d'inciter, d'ailleurs, ville, région, État, c'est le covoiturage. Parce que, pardon pour la palissade, mais comme vous êtes 2 dans une voiture au lieu d'être 1, et en moyenne c'est 1,3 Français par jour dans sa voiture, bah, vous émettez 2 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre par tête. C'est quand même mieux. Bon, ça n'empêche pas de développer les transports publics ou les cars express comme transport collectif, mais c'est mieux. Et c'est pas là non plus fromage ou dessert. On doit faire du train, faire du transport collectif et faire en sorte que le transport individuel qui est la voiture soit mieux partagé, parce que ça, c'est une solution qui peut rapidement faire des économies, même si on s'aperçoit que faire des infrastructures, c'est parfois plus simple que de changer les habitudes. Mais l'innovation, c'est aussi d'usage. Je prends juste un tout petit exemple d'innovation qui peut paraître anecdotique. J'étais hier à Rennes, à la gare de Rennes, avec le président de la région et la maire de Rennes. On a fait un truc tout simple, en apparence tout simple, parce que ça a pris 5 ans, qui s'appelle 2 trains sur une même voie. Alors je vous rassure, il ne s'agit pas de faire se percuter des trains ou de manquer aux obligations de sécurité, mais on peut stationner en gare, sur un quai qui en général est plus long que le train, chacun l'aura remarqué, 2 trains qui ensuite repartent dans des directions différentes. Bon, et ben ça a nécessité, puisqu'on parle de réglementation et d'organisation, un changement du code ferroviaire et de la signalétique ferroviaire. On a inventé un nouveau signal, et ça a permis à la gare de Rennes, enfin ça va permettre à la gare de Rennes, puisque ça vient de commencer, d'augmenter, sans rien changer d'autre, la capacité de circulation des trains de 30%. Alors évidemment, après, il faut acheter des trains, ce que fait la région en ce moment. Enfin, c'est un changement. Plutôt que de prendre du foncier, ce qui est aussi une question d'artificialisation et de disponibilité dans nos villes, plutôt que d'investir massivement, parce que ça coûte cher de faire des quais supplémentaires, et ça prend presque 10 ans, bah là, en moins de 5 ans, 4 ans, on a réussi à faire cette petite révolution silencieuse et discrète, qui n'est pas très impressionnante, mais qui est aussi dans notre boîte à outils des innovations de la transition écologique et du ferroviaire. Vous parliez d'agrocarburants, on a parlé aussi d'hydrogène, et donc pour faire cet hydrogène, il faut soit beaucoup d'électricité nucléaire, soit beaucoup d'éoliennes, soit beaucoup de solaire aussi. Et le thème de notre table ronde, c'est quelles énergies pour les transports de demain. La question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est cette énergie pour les transports de demain, qu'est-ce qu'elle va nous coûter? Donc si j'achète une voiture électrique aujourd'hui, elle est plus chère à l'achat, mais elle est moins chère à l'usage, parce que le prix de l'électricité est raisonnable, mais demain, il va être où ce prix de l'électricité, et demain, il va être où ce prix du carburant, compte tenu de tout ce qui se passe, et puis est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? Alors je parle pas forcément pour les agrocarburants, on peut se poser la question, mais pour les voitures, c'est pas tellement le carburant, c'est tous ces matériaux rares qui sont nécessaires pour la faire, et ça aussi, c'est une de vos spécialités, Maria-Eugénia Sanin. Est-ce qu'on va se retrouver à un moment limité par l'énergie ou limité par les matières premières dans la transition? Excellente question. Bon, de toute façon, il faut s'en passer du pétrole par des raisons climatiques, et parce que j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui ont entendu parler le pic du pétrole, où de toute façon, c'est une ressource non renouvelable. Donc, à la question comment on fait pour avoir suffisamment d'énergie, la réponse, il faut utiliser moins d'énergie. Donc, il faut optimiser, et la sobriété, c'est le point de départ. Et pour cela, dans ces changements technologiques, il faut prendre ça en considération. Il faut prendre en considération que les batteries utilisent des ressources, des métaux rares. Et plus la voiture elle est petite et adaptée à nos besoins, qu'on a, et grâce à les enquêtes menées ici en France, on connaît très bien. Il faut juste adapter les voitures aux usages de sorte d'utiliser les moins de ressources possibles, c'est-à-dire avoir des voitures petites avec une petite batterie. Donc ce qui doit devenir chic, c'est la petite voiture, en fait. La grosse voiture, ça doit devenir ringard, et la petite voiture, chic. Et dans l'innovation... Et partagée. Et dans l'innovation, comme je disais, une de nos atouts, ou nos avantages comparatifs, ça va être justement pouvoir les recycler ou les utiliser au mieux. Parce que nous, on est des grands importateurs nets des voitures. Donc, vu que les voitures sont là, pouvoir recycler tous ces matériaux et pouvoir... Bon, maintenant, il va falloir recycler d'abord les voitures non électriques pour récupérer tous ces métaux et, au fur et à mesure, devenir les champions dans le recyclage et la réutilisation. Et donc...
par rapport à est-ce qu'on aura suffisamment d'électricité. Donc si on se pose la question est-ce qu'on aura suffisamment d'électricité, bon déjà on va avoir plus d'électricité qui est de pétrole vu qu'elle est renouvelable, et il faut penser que le réseau électrique il est le plus répandu, même plus répandu que le réseau d'essence. Donc et on pourra en utilisant des infrastructures, même optimiser cette utilisation d'énergie, c'est-à-dire cette voiture, on peut les utiliser comme une batterie pour utiliser l'énergie qui sont à l'intérieur pendant une période de pointe. Par exemple, on a des chercheurs qui sont en train de faire ce type de recherche, de l'optimisation de l'utilisation de ces batteries, aussi pour le réseau en général. Donc, l'électrification, c'est ça qu'on va observer. Il faut que cette électrification soit faite avec un changement d'usage, des changements modaux et une transition à des voitures plus petites, plus efficaces. Il faut aussi rappeler que les voitures électriques sont beaucoup plus efficaces dans l'utilisation de l'énergie que les voitures thermiques. Et que finalement, en revenant sur on doit tout visser en même temps, c'est vrai, mais il faut prendre en considération qu'est-ce qui incite les gens. Donc si par exemple on met des subventions pour les hybrides, vu qu'on a 15 ans pour réussir cette transition, et que le cycle de vie d'une voiture, en France en tout cas, c'est plus ou moins 15 ans, on n'a pas le temps de subventionner une voiture ou une voiture très grande électrique. Il faut qu'on aille directement sur des solutions qu'on connaît. Par contre, pour les démonstrateurs ou les nouvelles technologies, effectivement, nos recherches montrent qu'il faut pouvoir, il y a un intérêt à investir dans des démonstrateurs parce que les effets d'apprentissage, c'est-à-dire des diminutions des coûts et à grande échelle, sont très importants, et donc ils sont un bénéfice, ils deviennent un bien public. Ça veut dire ils sont des bénéfices pour la société dans son ensemble. François Bonneau sur ces questions d'énergie, et puis après je crois qu'on pourra prendre des questions de la salle normalement. Oui, il faut vraiment qu'on change notre modèle de pensée. Actuellement, dans les discussions que nous avons sur ces sujets, on avance l'idée que des cars qui sont utilisés le matin pour le transport scolaire, en gros de 7h à 9h, qui sont utilisés de 16h30 à 18h30 le soir, qui peuvent être des cars avec des batteries, s'ils sont électriques, rétrofités, etc., peuvent constituer des réserves d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez de l'énergie renouvelable qui est produite la nuit, bien évidemment pas le solaire, ok, je suis conscient. Mais ça peut être l'éolien, ou ça peut être la méthanisation. Vous chargez votre batterie de car à un niveau supérieur à ce qui est nécessaire pour le seul transport. Entre 9h30 et 16h30, le car dans des systèmes, ce qu'on appelle l'interopérabilité, dans des systèmes mixtes, le car se switch et à ce moment-là, il verse une partie de son électricité, laquelle est utilisée pour le fonctionnement industriel qui est à l'optimal à ce moment-là. Vous voyez la notion. Et puis l'hydrogène, aujourd'hui on a, et je le dis à Blois parce que ne pas le dire ce serait pas bien, on a une grande entreprise américaine qui était spécialisée dans des pièces de moteur, monsieur le préfet, vous connaissez bien ça, dans des pièces de moteur pour le moteur diesel. Si ils ne font pas mouvement de manière très très rapide, ils sont condamnés. Et il y a là une recherche qui se développe, qui est assez avancée, puisque j'ai eu le plaisir de faire quelques kilomètres dans le véhicule qui est un véhicule prototype. Ils sont en train d'inventer le moteur à hydrogène injection directe, qui est beaucoup moins cher à transformer et qui peut répondre à certains usages. Donc demain on aura l'hydrogène, pile à hydrogène, on aura l'injection directe, on aura la batterie, on aura des modes extrêmement divers. Il faut qu'on soit ouvert à ça. On a vraiment pensé modèle unique. On a pensé modèle unique parce que on a vécu quand même 62% aujourd'hui de l'énergie et de l'énergie utilisée globalement comme énergie fossile. Vous voyez le saut. On dit 0 en 2050. Vous voyez ce que ça veut dire. Et pour faire simple, à grande maille, le reste, les 38% restants, on a 70% qui est de l'énergie produite par les centrales nucléaires. Ça, c'est de l'énergie qui est non fossile.
il est évident que dans le pas de temps qui vient, il va falloir qu'on préserve cette part-là et que parallèlement on augmente, c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les choses, qu'on augmente la production d'énergie renouvelable. Il ne s'agit pas de dire est-ce que tu es pour le nucléaire ou pour le renouvelable. On a besoin, pour faire disparaître le fossile, de pousser ces deux éléments avec une énergie farouche pour y parvenir. Ça me paraît important de le dire. Donc, est-ce que ça va coûter cher ? On ne maîtrise pas tous les éléments de coût. Vous avez raison. On ne maîtrise pas, mais à chaque fois que par l'innovation, par la massification, par l'industrialisation, on a gagné des parts, on a réduit les coûts unitaires, et c'est ce pari qu'il faut faire. En tous les cas, il y a quelque chose qui est insupportable, c'est le fossile pour des raisons environnementales, mais c'est aussi le fossile pour des raisons de coût. On est à 2 € et en fonction des éléments, en fonction de notre dépendance et des éléments géopolitiques qu'on connaît, nul ne peut dire dans 2 ans, dans 5 ans ce qu'il en sera. Donc il faut que nous sortions de ça pour 1001 raisons. On va prendre des questions. Vous pouvez... Tenez, peut-être commencer par... Et pour notre souveraineté. Pour être souveraine sur notre énergie. Je vais nommer les 4. Oui. Ma question, ça concerne plutôt les subventions qui sont données par la région vis-à-vis du train. C'est-à-dire que, en fait, avant, c'était l'abonnement carte Rémi Jeune Liberté, et maintenant, c'est passé à la carte IEPS. Mais en fait, la région, elle parle de gratuité du train, mais si quelqu'un dans la salle va sur SNCF Connect et dit qu'il a moins de 23 ans et qu'il a la carte, je peux vous assurer que là, dans les 3 jours qui suivent, il n'y a personne qui va trouver un train gratuit. Parce que je peux vous assurer, j'ai fait le test. Et donc je ne sais pas au niveau des subventions comment ça se passe. J'ai fait plusieurs fois le test et en fait, je sais qu'on peut quand même avoir des trains qui baissent de 25 à 50% avec la carte IEPS, alors qu'avant c'était de 50 à 66%. Mais c'est pour ça, j'espère que les subventions n'ont pas augmenté. Non, mais faut qu'on en parle juste à la sortie. Il y a un sujet. Je vais vous donner le nombre d'utilisateurs sur le dernier week-end. Il y a eu 11 000 trajets qui sont faits à 0, et en plus c'est d'une carte gratuite, donc et je suis allé dans 30 lycées présenter le dispositif pour que ça rentre dans les habitudes. Donc il y a un sujet, il faut qu'on en parle, mais franchement, c'est en route depuis le premier week-end de septembre. Ça monte tellement qu'il y a la surfréquentation dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça fonctionne pour les cars, ça fonctionne pour le train. Il y a eu, c'est pourquoi on a mis le système de prise de billets, de réservation tel qu'on a mis. Il y avait des problèmes sur les gares, donc on a voulu véritablement que vous puissiez le faire à distance, mais il faut qu'on en parle parce que ça fonctionne. Du coup, ça concerne quel train exactement ? Tous les trains. Attendez, je précise, tous les trains Rémi, y compris, parce que ça c'est important, parce que nous sommes une région qui vit quand même très fortement avec l'Île-de-France, y compris les trains qui vont en Île-de-France. Oui, ça je sais, vers Paris. Vous voyez, donc, mais ça fonctionne. J'ai vu des lycéens qui m'ont remercié, qui m'ont dit écoutez, on n'était jamais allé au musée à Paris. Samedi, on a pris le train, on est allé à Paris. En plus, c'était un musée qui était gratuit pour les lycéens. On est revenu, mais c'est super comme aventure. Parce que j'ai plein d'amis étudiants qui n'ont jamais réussi à trouver ces trains gratuits. Donnez-nous les cas concrets. Sérieusement, je ne réponds pas de manière à 2 balles. Là. Ouais. Donnez-nous les cas concrets parce que ça fonctionne. Et s'il y a un endroit où, pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas fonctionné, on va tout de suite corriger les choses. Ok, mais enfin c'est pour ça moi là quand je me connecte avec une carte même que moi j'ai prise, je n'arrive pas à trouver ces trains. On va peut-être prendre la question de la dame qui est juste derrière vous. Je précise que pour une fois c'est pas la faute des SNCF Connect, hein, ça remarche. Et juste avant de prendre votre question, madame, sur le pass-rail que Clément Beaune a proposé, monsieur Bonneau, vous êtes plutôt pour, plutôt contre, plutôt. Non, mais chacun mesure l'effet de souffle que peut avoir. Nous, on a vu, on le voit quand on met en place la gratuité, on le voit quand on a mis en place Mobilico, on le voit, etc. À chaque fois, quand vous avez une approche tarifaire volontariste, ça crée un effet de souffle. Et je parlais tout à l'heure des changements culturels, ça crée vraiment de l'appétence. Si nous parvenons
au niveau national à avoir quelque chose qui est une unité visuelle forte. On ne sait pas à quel niveau il faudrait le situer sur le plan tarifaire. Je ne réponds pas, parce qu'il faut l'équilibre tarifaire dans tout ça, on en a parlé à Saint-Malo la semaine dernière. Mais bien évidemment, ça peut avoir un effet très très intéressant pour l'usager de savoir qu'on vit dans un pays dans lequel on a la possibilité de bouger facilement, on a tant par mois et ça donne accès au réseau. Donc nous, dès lors que c'est dans un modèle économique, je vous disais tout à l'heure l'impact déjà là, de nos abonnements, etc., sur le budget de la région, mais aussi des infrastructures. Si nous voulons faire ça, il faut d'abord mesurer les impacts, savoir comment on s'assure de la ressource, etc. etc. Mais l'idée, elle est vraiment tout à fait intéressante et à creuser. Madame ? Oui, alors bonjour. J'avais plusieurs questions à poser. La première, vous dépendez entièrement que d'une source d'énergie, c'est l'électricité, qui n'est pas une énergie primaire. Donc avec les pertes de rendement, ça pose à terme, à mon avis, problème. Ça posera problème, nécessairement, d'un point de vue physique, bêtement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais connaître le bilan carbone d'une voiture électrique à batterie. Et vous avez parlé de réglementation. Quand vous vous promenez en France, pour l'instant, ce n'est pas les mêmes cartes, etc., etc. Si vraiment c'est des voitures à batterie, il y a des gros problèmes à mettre en place, de simplicité pour l'usager. Quand on est en immeuble, je vois difficilement comment on va faire. En ville, surtout en ville. En campagne, il n'y a pas de problème, ça ne coûte pas cher, entre guillemets, de brancher sa voiture électrique. Mais en ville, comment est-ce qu'on va faire ? On n'aura pas de voiture, on n'aura pas le droit de se promener. Moi, j'habite en ville, dans une métropole, la métropole rouennaise. Les transports en commun, bien que la métropole ait fait beaucoup d'efforts, il y en a déjà beaucoup moins qu'avant la guerre, forcément, puisqu'après, tout a été détruit. À Rouen, de 40 à 45, ça a été reconstruit, et c'était la voiture. Donc, pourtant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Des TA, des TE, on a des métros, on a des tours, on a des TEOR, on a tout. Bon, eh bien, il y en a moins qu'avant. Et moi, pour aller chercher j'ai 78 ans, pour aller chercher le premier transport en commun, il faut maintenant que je fasse au minimum 20 minutes à une demi-heure à pied. Maria-Eugénia Sanin, vous voulez peut-être répondre ? C'est un premier point. Deuxième point, vous avez oublié des choses aussi. Vous avez le fret. Le fret, il a baissé considérablement. Vous parlez du fret on en a parlé. Orléans et Rouen. Mais le fret, il a baissé. Le fret entre Paris et Rouen, Paris-Le Havre ou Paris-Dieppe, le fret a considérablement baissé. Et puis alors, les agriculteurs, comment est-ce qu'on va faire pour les transports agricoles, pour les travaux publics ? Il y a une transition à faire. Et le transport maritime, moi j'ai un peu peur qu'on est en train de faire quelque chose. On va vous répondre, madame, parce que sinon on n'aura pas le temps de prendre d'autres questions. Voilà, il y a quand même plein de questions que vous avez... Mais Maria-Eugénia Sanin, tout à l'heure, a dit qu'on aurait assez d'électricité, mais avant, c'est vrai que ce système de cartes différentes selon les chargeurs et le coût des chargeurs sur les autoroutes est assez élevé. Ça, comment on pourra régler ça ? Oui, donc par rapport à l'efficacité énergétique, elle parlait de la perte énergétique liée à l'électricité. Il faut savoir que les voitures thermiques sont beaucoup moins efficaces. Il y a que 30% de l'essence que vous mettez dans votre voiture que finalement va faire propulser votre voiture. Le reste, il est perdu en chaleur, etc. Donc, la voiture électrique, elle est beaucoup plus efficace. Bon, après, ça dépend de la voiture, etc. Mais bon, de l'ordre de 80% de l'énergie que vous cherchez, donc les kilowattheures que vous payez, vont effectivement déplacer la voiture. Et après, pour les solutions on peut appeler statistiquement d'exception, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 1,2% des déplacements en France qui sont faits au-delà de 80 km. Ça veut dire que pour le 1% de votre déplacement, vous pouvez emprunter une autre forme de transport qui n'est pas forcément la voiture individuelle, ou donc votre petite voiture électrique. Ceci dit, je peux vous assurer, moi aujourd'hui, je suis venue
en voiture électrique, petite. Bon. Et effectivement, j'ai trouvé une solution pour me chercher à mi-chemin. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même façon de faire, parce qu'il faut avoir le temps de s'arrêter, et vous avez tout à fait raison. Donc, c'est le voyage ou le droit à la promenade, il faut la repenser. On a le droit de se promener, mais d'une façon différente, et pas dans l'efficacité totale. Voilà. Voilà. Après, et sur Maria le fret, Eugenia etc. Sanin pratique le covoiturage, en plus. Effectivement. Ah. Voilà, mais malheureusement, il est 16h et donc je crois que je vais laisser le mot de la fin à Clément Beaune, qui voulait vous dire un petit mot sur le fret. Non, justement, je n'ai pas répondu tout à l'heure sur le fret et je m'en voudrais sur le train léger. Je ne veux pas, alors en 2 mots, parce que je ne veux pas dépasser l'horaire et vous mobiliser trop longtemps, mais sur le train léger ou très léger, moi j'y crois beaucoup. D'abord, je l'ai dit, il y a beaucoup d'innovations, soit d'infrastructure, soit de signalisation, soit d'usage dans le ferroviaire y compris. Hein. C'est pas juste, même si c'est évidemment très beau et très important, une nouvelle génération de TGV et faire un peu mieux de ce qu'on sait faire déjà. Et le train léger, ça en fait partie. Alors avec là aussi de l'incertitude sur le modèle, sur le coût, etc. Mais c'est quoi concrètement? C'est le TER des petites lignes, sous le contrôle du président de région. C'est-à-dire, c'est des trains qui sont entre 30 et 80 places, qui sont sur batterie. Et c'est très important quand on dit sur batterie, c'est des trains électriques, sur batterie, parce qu'il y a encore près de 50% des lignes en France qui ne sont pas électrifiées. Et donc en termes de coût, ça veut dire qu'on peut faire fonctionner, voire ouvrir, si on le souhaite, des petites lignes, avec un coût d'exploitation et un coût d'investissement très réduit. Pas besoin d'électrifier toute la ligne avant. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de faire fonctionner un TER dont je pense que François Bonneau ne me démentira pas. On voit quelques différences, mais dans toutes les régions, qui sont très chargées aux heures de pointe, vous avez peut-être pu en faire l'expérience, et très vides une bonne partie de la journée. Et comme c'est des trains qui sont coûteux en production, en exploitation, si on a des trains plus petits sur batterie qui peuvent fonctionner sur des petites lignes, on peut offrir un service ferroviaire là où aujourd'hui c'est extrêmement coûteux et donc d'un point de vue socio-économique, si je puis dire, et politique, pas très intéressant de le faire. Donc j'y crois beaucoup et il y a des innovations françaises d'ailleurs d'une grande entreprise, enfin d'une ETI industrielle de l'Est de la France, de la SNCF, d'Alstom sur ce sujet. Juste un mot sur la voiture électrique, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Maria Eugenia Sanin, mais il faut tordre le cou à cette idée que la voiture électrique, sur l'ensemble du cycle de vie, tout mis bout à bout, ça consomme plus d'énergie, voire ça pollue plus que la voiture thermique, parce qu'on entend ça encore chez certains constructeurs ou dans certains discours. C'est pas vrai. Il y a évidemment des aspects du cycle de vie où l'électrique consomme des ressources. Il n'y a aucune énergie et aucun produit, si je puis le dire ainsi, parfait sur le plan écologique. La voiture électrique n'est pas parfaite, mais neutre et sans impact sur le plan écologique, évidemment, d'où la question des métaux rares, d'où la question du lithium, d'où la question de la production de batteries. Tout ça a des impacts, ne serait-ce que parce qu'on met des usines en place, on transporte tout ça et qu'aujourd'hui on est encore assez dépendant, notamment sur le lithium et les batteries électriques de la Chine en particulier. On essaye de devenir plus souverain, ça mettra encore quelques années, mais c'est infiniment mieux sur le plan écologique, il n'y a aucun débat là-dessus, que la voiture thermique sur l'usage, même quand on prend un usage de quelques milliers de kilomètres. Et sur le fret, parce que je ne veux pas échapper à cette question, elle est extrêmement sensible, ça pourrait être très long, mais en 2 mots. Le transport de marchandises en général, c'est exactement la même problématique que sur les transports individuels, c'est-à-dire que ce n'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Il faut à la fois faire du report modal de la route vers le train, et on est en retard en matière de fret ferroviaire en France, ça c'est très clair. Et il faut aussi décarboner ce qui aujourd'hui fait du transport sur la route, c'est-à-dire les camions, et les camions électriques, ou les camions au GNV, qui est une énergie intermédiaire. Ça, c'est pas à la place du train, c'est aussi ce qu'on doit faire en même temps. Sur le fret ferroviaire en particulier, la France n'est pas parmi les pays les plus avancés d'Europe, et je pense qu'on a 2 problèmes structurels de longue date, je ne parle pas de telle ou telle société, mais 2 problèmes de fond. On a beaucoup privilégié sur un réseau très emprunté sur le plan ferroviaire le trafic de voyageurs au trafic de marchandises. Bon, ça c'est un constat, mais j'ai pas beaucoup de réponses à ça pour être honnête, parce que je pense qu'on n'a pas très envie qu'on fasse ce qu'on disait précédemment, de privilégier les marchandises aux voyageurs. Ce qu'il faut, c'est avoir un réseau moins saturé, avec une signalisation qui permet de faire fonctionner plus de trains, etc. Mais ça prend un peu de temps. Mais ça, c'est quand même une des raisons pour lesquelles, en France, le trafic marchandises ferroviaire est parfois dégradé, parce que quand il y a des choix à faire, des arbitrages à faire, notamment dans le nœud ferroviaire du bassin parisien qui est très saturé, on fait passer d'abord les trains de voyageurs, c'est vrai. Et donc beaucoup d'entreprises qui auraient recours au fret ferroviaire nous disent c'est pas assez sûr, c'est pas assez fiable. Bon, mais ça, on essaye de corriger, c'est assez long. Il y a un deuxième problème qui, là, est beaucoup plus soluble, c'est qu'on a
si on simplifie, mais ce n'est pas totalement faux, beaucoup soutenu les entreprises de fret ferroviaire, notamment la SNCF, et pas beaucoup soutenu l'investissement dans les infrastructures. Donc on a soutenu beaucoup l'exploitation, et avec quelques bonnes raisons, pas beaucoup investi dans l'infrastructure. J'invite chacun à faire le test de visiter un jour une gare de fret, c'est très intéressant, mais c'est très effrayant, parce que c'est souvent, je le dis très franchement, comme ministre des Transports, le Moyen-Âge. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte pas si cher que ça de les refaire. Donc on est en train de les refaire. Les 4 plus grandes gares de France vont être intégralement refaites. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises qui pourraient utiliser le train à la place de la route n'utilisent pas le fret ferroviaire. Et ça, je pense qu'on peut le corriger en quelques années avec un investissement sérieux. Dernier point, c'est qu'il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, parce que ce n'est pas blanc ou noir, c'est le transport combiné, c'est-à-dire rail-route. Parce que quand vous êtes une entreprise, vous n'avez pas toujours un point d'entrée ferroviaire à proximité de votre usine ou de votre lieu de production. Donc c'est pas très grave si vous faites quelques kilomètres par camion. On va pas supprimer tout ça, hein, c'est pas pur et parfait. Et ensuite, vous mettez la marchandise sur le train et puis à l'arrivée, vous faites la même chose, 10-15 km par camion. C'est mieux que d'avoir fait 500 km par camion. Donc il ne faut pas qu'on soit, si je puis dire, des ayatollahs. On peut aussi avoir du transport combiné. C'est une des solutions qui décarbone et qui développe le fret ferroviaire. C'est un des points, un des modes de transport qui est en train de se développer en France. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre débat. C'est dommage parce que sur le fret, comme il y a aussi ce plan de discontinuité de fret SNCF que vous avez présenté à la Commission européenne pour essayer de sauver cette société, mais en lui enlevant le transport combiné, on aurait pu en discuter quand même encore plus longtemps. Pas tout le transport combiné, je vous rassure, mais il y aura du transport combiné avec d'autres opérateurs aussi. Et donc on aurait pu en discuter longtemps. Je vous remercie beaucoup et je crois qu'on est obligé de rendre la salle. Merci.